comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons mené au courant du printemps des ateliers thématiques, deux ateliers spécifiques sur la réglementation. Donc le premier en mars sur la simplification de l'écriture réglementaire et notamment un focus un peu plus précis sur les règles patrimoniales et du patrimoine bâti repéré qui posent certaines problématiques. On a également fait un atelier en avril sur les règles environnementales et plus généralement sur les règles liées au développement durable. Mais les deux ateliers qui vont nous occuper, en tout cas aujourd'hui, qui vont être détaillés, sont les ateliers qui sont déroulés en avril et en juin sur le plan de zonage et les enjeux d'urbanisation de la ville, premièrement, et puis sur les évolutions des orientations d'aménagement et de programmation qui s'est déroulé le 15 juin dernier, qui nous a permis d'amender un petit peu ces propositions. Et ça va être un petit peu plus détaillé dans les diapos suivantes. Avant toute chose, donc, tout le monde sait à peu près, en tout cas, si vous avez suivi les premières réunions publiques, les objectifs et les enjeux de cette révision, mais on va quand même les rappeler. Donc les objectifs sont de deux ordres. D'abord sur le fond, c'était d'aboutir à un PLU équilibré entre le développement et la protection, également la préservation des espaces naturels et puis la protection du patrimoine bâti qui existe sur le territoire et qui était déjà repéré et protégé dans le PLU actuel. Donc c'est poursuivre cette protection-là. Sur la forme, c'est permettre une simplification du règlement qui s'avérait un petit peu compliqué avec de nombreuses règles qui parfois étaient un petit peu contradictoires. Donc vraiment, il y a eu un travail actuellement qui est fait pour simplifier ce règlement et en améliorer sa compréhension par vous. Donc voilà ces principaux objectifs qui ont guidé la révision. Concernant les enjeux d'urbanisme et d'habitat, donc c'est encore de maîtriser l'urbanisation, notamment en contenant la densification dans la vallée, autour de la gare du Guichet, de la rue de Versailles ou de la raquette de Mondétour, et en révisant certaines OAP. C'est également permettre aux familles de se loger à Orsay tout au long de leur vie et dans de bonnes conditions, et puis adapter les règles patrimoniales afin de pouvoir réaliser des projets de réhabilitation ou d'extension, tout en respectant les caractéristiques architecturales, parce que parfois les règles patrimoniales pouvaient bloquer certains projets, donc il y a aussi un travail réglementaire fait à ce niveau-là pour pouvoir adapter au mieux ces réglementations-là. On a également des enjeux liés à la mobilité et au déplacement. Donc à droite, vous voyez l'OAP thématique qui est à proprement parler sur les circulations douces, qui vous sera présentée un peu plus loin et qui va être retravaillée au cours de cette révision-là, qui fait partie donc des enjeux. Donc c'est de favoriser le développement des offres de transport en commun afin d'atteindre un équilibre harmonieux entre transport individuel et collectif. La requalification de la gare routière d'Orsay-Ville et celle du Guichet, permettre la multiplication des liaisons douces entre les différents pôles de la commune, que ce soit les gares, le centre-ville, le campus universitaire ou les équipements scolaires. Et puis également, un enjeu important était de multiplier les liaisons du nord vers le sud, notamment entre le plateau et la vallée, afin de permettre l'implantation éventuelle d'un téléphérique reliant la gare d'Orsay-Ville au plateau du Moulon et de Corbéville. Vous verrez, ça aussi c'est un sujet qui est évoqué au sein des OAP, qui n'est pas acté, mais en tout cas qui fait partie des réflexions là. Et cet enjeu de liaison nord-sud est vraiment lié justement à tout ce qui se passe sur le plateau, sur la ZAC de Corbéville et la ZAC du Moulon, afin de favoriser une meilleure mobilité entre ces deux espaces. Enfin, des enjeux liés à l'environnement. Donc, c'est donc de poursuivre et améliorer la prise en compte du système de fonctionnement hydraulique de la ville, avec notamment la mise en place de bassins de rétention et puis aussi la préservation des zones humides. Quant à zone d'intérêt écologique, c'est également protéger le patrimoine bâti de la commune et enfin protéger les continuités écologiques de la commune et le patrimoine végétal qui est également repéré, cartographié et qui intègre une des OAP qu'on va vous présenter. Voilà donc pour les enjeux. Maintenant que le contexte a été rappelé, on va pouvoir aborder la question des orientations d'aménagement et de programmation, qui est
une étape qui nous occupe actuellement. D'abord un rappel de ce que c'est. Donc une orientation d'aménagement et de programmation, alors c'est établi en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable qui était la phase précédente sur laquelle toutes les orientations liées au développement durable ont été inscrites. Et donc ces OAP sont en quelque sorte une déclinaison de ces orientations qui ont été définies préalablement. Et donc elles expriment les ambitions de la collectivité en termes d'aménagement. Elles permettent une réflexion plus approfondie sur l'intégration et la cohérence des politiques relatives à l'urbanisme, à l'habitat et aux mobilités. Elles peuvent notamment définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, on le verra, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine. Permettre également le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles permettent également aussi de favoriser la mixité fonctionnelle. Donc en fait, on peut prévoir certains pourcentages dans les opérations d'aménagement qui seront destinés à la réalisation de commerce, notamment. Les OAP comportent un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation afin de pouvoir estimer sur quelle tranche temporelle le projet pourrait voir lieu. Elle porte également sur les quartiers ou les secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Donc c'est le cas sur la commune d'Orsay, voilà, au niveau du centre-ville ou du guichet, mais on le verra. Et puis enfin, voilà, ce qui est intéressant dans ces documents-là, c'est qu'elles prennent la forme de schémas d'aménagement cartographiés. Donc on peut visualiser de manière cartographique les évolutions, en tout cas les projets portés par la commune. Et au sein des OAP, on a une déclinaison ensuite avec des principes d'aménagement. Donc on a une cartographie et des principes écrits qui se réfèrent à cette cartographie-là. Aujourd'hui, donc les OAP du PLU en vigueur, vous les avez à gauche. On a deux types d'OAP. Donc c'est encore une précision à vous donner. On a des OAP qu'on dit sectoriels. Donc là, il y en a 5 sur la commune. Vous les voyez sur la cartographie juste à droite. Ces OAP donc, sont délimités par des périmètres. C'est des secteurs en fait, d'aménagement. Donc on en a 5. Le secteur du guichet, le secteur du guichet ici, le secteur du centre-ville, l'entrée de ville de Mondétour, l'ASAC du Moulon et puis le secteur de Corbesil. Donc si vous voyez la différence entre voilà, les 3 qui sont en rose et puis les 2 autres qui sont en noir, c'est que dans le cadre de cette révision-là, ce sont les 3 premières qui vont être amenées à évoluer, alors que voilà, celles qui sont liées à l'OIN Paris-Saclay ne seront pas touchées dans le cadre de cette révision-là. Et donc ces OAP sectoriels définissent plus précisément voilà, les aménagements en termes d'habitat, de mobilité sur ces secteurs-là. On va le détailler juste après. Et puis on a également des OAP thématiques qui, elles, sont des OAP sur l'échelle de la commune. Donc on a une OAP consacrée à la trame verte et bleue, donc comment bien la prendre en compte et puis également peut-être à aménager certains endroits de la ville qui seraient des coupures de cette trame verte et bleue. Donc on va aussi en parler tout à l'heure. Mais cette OAP-là est en cours d'évolution. Le travail est en train d'être fait. On a également une OAP sur les circulations douces, donc voilà, avec une cartographie qui répertorie les projets de voies douces ou les voies douces qui sont existantes. En tout cas, le but est de mettre en réseau toutes les circulations douces de la commune. Et puis on a 2 autres OAP thématiques sur le patrimoine et sur le commerce qui, pour le coup, elles ne seront pas amenées à évoluer dans le cadre de la révision. Donc pour commencer, le secteur... Oui, alors on aura un temps de questions juste en suivant. Peut-être que vous pouvez noter votre question. Très bien, je vous remercie. Le secteur du guichet, donc, qui est l'OAP numéro 1. Donc, on va vous détailler assez rapidement les principales orientations de cette OAP
est pour le moment, voilà, ça c'est l'OAP du PLU en vigueur. Voilà, c'est celle qui existe aujourd'hui, qui est appliquée. Donc, vous voyez plusieurs espaces autour de ici c'est la gare, peut-être pour vous aider à vous repérer. On a la gare ici, là on a la rue de Versailles et l'avenue de Charles de Gaulle qui redescend ici avec la nationale 118 sur la frange est de cette OAP-là. Ont été définis plusieurs espaces de mutation potentielle. Donc le but ici, c'était d'afficher des secteurs qui pourraient être un peu plus densifiés, alors avec les règles du PLU qui s'appliquent. Mais voilà, c'était des secteurs qui ont été définis lors de la précédente révision. On a également des questions liées au déplacement et aux espaces publics. Donc réaménager la rue de Versailles afin de l'agrandir potentiellement, en tout cas de privilégier le piéton pour que les déplacements soient plus agréables pour le piéton notamment. On a également des éléments environnementaux à prendre en compte. C'est que sur ce secteur-là, donc dit du Bourbier, on est situé un petit peu sur une nappe affleurante. Donc il y a des risques de remontée de nappe. Voilà. Donc il faut savoir également gérer la présence d'eau en sous-sol. Donc vous voyez, ces OAP-là sont assez détaillés. Donc je ne vais pas rentrer totalement dans le détail, mais vous pouvez aussi regarder celles qui existent, en tout cas sur le PLU actuel. À noter notamment quand même, en termes de mobilité, autour de la gare, donc est réservé un emplacement pour le développement d'un stationnement relais en silo, ainsi que l'accueil potentiel d'un arrêt du transport par câble qu'on vous a évoqué tout à l'heure. Donc situé autour juste à côté de la gare du Guichet. Et donc il y a aussi des problématiques liées à la prise en compte de la route nationale N118, notamment la sortie vers la route à étudier, et puis également la gestion de l'interface avec cette nationale à prendre en compte à ce niveau-là, notamment si on a des constructions de logements collectifs qui sont aménagés, puisqu'on on est situé dans un secteur bruyant, donc il y a aussi ça à en prendre en compte dans ces aménagements-là. Donc voilà globalement ce secteur du Guichet. Donc on a présenté l'OAP telle qu'elle à l'atelier, et donc étaient présents entre 6 et 8 personnes qui sont présentées à cet atelier. Donc on a eu des retours, mais pas tant qu'on l'aurait souhaité, du fait du manque de mobilisation. Mais tout de même, on remercie ceux qui sont présentés. Et ce qu'on a voulu faire maintenant, c'est vous présenter telles quelles les réflexions qui sont ressorties de ces ateliers-là, notamment sur la rue de Versailles. Donc on avait une thématique ici assez prégnante qui nous a pris un peu de temps. Et donc c'était redimensionner la rue de Versailles pour accueillir toutes les mobilités à venir, puisqu'on sait qu'il va y avoir des projets avec des bus qui vont remonter vers le plateau. Donc c'est comment faire pour justement faciliter cette arrivée de bus, sachant que la rue est assez étroite, notamment juste ici au nord du rond-point de la rue de Versailles. La question aussi de la sécurité des déplacements a été évoquée, en particulier ce passage-là, avec une proposition d'agrandissement de la voie et de récupérer des espaces en bord de voie. Voilà, donc ça, ce sont des éléments qui sont ressortis et qui font partie, après, qui intègrent nos réflexions et qui vont être transcrits après étude au sein des OAP dans leur version finalisée. On a également sur cette OAP-là des questions qui se sont concentrées sur la constructibilité, notamment des dents creuses. Donc là, les dents creuses, si vous ne savez pas tout ce que c'est, ce sont des espaces non construits, mais qui sont encadrés par des constructions. Donc en fait, ça peut être des friches ou des fonds de parcelles très très grandes qui ne sont pas construites, mais entourées d'une urbanisation. Et donc, les questions qui sont ressorties, c'était pourquoi ne pas se servir des dents creuses existantes pour construire des logements et rendre plus homogènes les constructions d'un point de vue architectural,
Mais alors là, il y avait 2 habitants qui étaient un plutôt pour la densification et une plutôt pour préserver des espaces verts. Donc l'autre question, c'était mais pourquoi pas en profiter pour, plutôt que de densifier déjà une ville qui est assez construite, pourquoi pas en profiter pour réaliser des espaces verts. Et puis voilà, ils se sont mis d'accord. Pourquoi ne pas concilier les deux et réaliser des logements avec des espaces verts et des places autour de ces dents creuses. Donc, est ressorti de manière un peu plus globale sur cette thématique-là le fait que voilà, trop de densification, alors là c'est vraiment tel quel, trop de densification tue l'identité d'Orsay. Donc ça c'était une habitante qui voulait mettre l'accent sur ce point-là. Donc un sujet qui fait débat. Et puis enfin, on a quand même évoqué la question du câble téléphérique qui était présenté, donc on n'a pas pu passer à côté bien sûr. Donc qu'en était-il de cette liaison par câble, sachant qu'il existe des besoins de liaison entre le plateau, le Moulon et Corbéville, la vallée et les Ulysses. Voilà. Donc c'est des choses qui n'ont pas... Voilà, c'était juste des réflexions qui n'ont pas eu de concrétisation, en tout cas au cours de cet atelier-là, mais qui seront développées dans les OAP. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Pierre Berthiaud pour vous évoquer les évolutions en cours sur cette OAP-là. Eh ben, merci beaucoup Arthur pour cette présentation intéressante. Alors effectivement, on a, par rapport aux remarques qui viennent d'être faites, un certain nombre de propositions à formuler. L'une d'entre elles concerne le secteur du Bourbier. Ce secteur du Bourbier, aujourd'hui, qui avait été longtemps en zone UG, qui donc était constructible, nous proposons aujourd'hui de revoir cette situation compte tenu du fait qu'il est peut-être qualifiable en zone humide. Si le Bourbier devient qualifiable en zone humide, il faudra envisager d'en modifier effectivement le zonage et peut-être le classifier carrément en zone N, c'est-à-dire en zone naturelle. Cela dépendra effectivement de la reconnaissance de l'intérêt écologique de cet espace. On a une autre importante modification, enfin une réduction de l'opération d'aménagement qui était classée. C'est une série de terrains qui donne sur la rue Louise Weiss, pour lesquels on avait envisagé de pouvoir le classer en permettre des opérations d'aménagement d'ensemble. Aujourd'hui, il nous faut modifier cet espace compte tenu du fait que cet espace venait ici jusqu'à affleurer l'école. Et ces 2 parcelles sont déjà aujourd'hui en cours de construction puisqu'il s'agit de l'opération Marignan que vous avez certainement déjà vu sortir de terre et qui n'a plus lieu d'être dans le cadre d'une réflexion urbaine puisque le coup est parti, j'aurais tendance à dire. On a effectivement derrière cet ensemble-là maintenant à recaler les dates et le planning prévisionnel de réalisation pour le mettre de mémoire, je ne le vois pas écrit, mais je pense que c'est 2025-2032, c'est ça 35. 2025-2030, voilà. Alors, l'autre idée est effectivement la probable implantation sur la zone du Bourbier dans le cadre de l'aménagement, et si on y fait effectivement une zone naturelle d'un bassin de rétention, bassin de rétention qui serait un bassin découvert et qui participerait en même temps d'une zone de loisirs. Alors, nous avons aussi, alors on avait parlé de cette suppression de la connexion à l'ouest du Bourbier. Elle est celle en fait qui se trouve ici. Il y avait une petite zone ici qui effectivement prévoyait une liaison piétonne qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, fondamentalement, compte tenu du fait qu'on intégrera ces liaisons piétonnes dans la réflexion globale qui nous amène à réenvisager le statut de la route de Versailles.
Donc voilà à peu près la totalité des propositions sur cet espace. On a à travailler pour le reste, effectivement, sur la zone, la partie, puisqu'elle figure encore dans cette OAP, la partie Charles de Gaulle, ici, sur lequel on a à l'heure actuelle une zone quasiment piétonne, en tout cas qui aboutit effectivement en impasse sur la ligne RER et qui doit petit à petit prendre la totalité complètement son statut de voie piétonne et apaisée. Voilà, on peut peut-être passer sur la dia suivante. Ah pardon. Là on est, oui, à vous, parce que Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc je reprends pour vous présenter le secteur du centre-ville. Donc là, sur cette OAP-là, on a plusieurs secteurs. Donc le secteur du centre-ville à proprement parler autour de la Poste. Également le site de l'hôpital ici qui est en réflexion. La gare d'Orséville, et puis également dans l'OAP en vigueur aujourd'hui, le secteur du boulevard du Breuil prolongé qui intègre ici une zone pavillonnaire, mais qui, dans cette OAP-là, vous retrouvez ça en secteur mutable pour configurer les parcelles en logement plutôt à dominante logement collectif. En tout cas, dans cette OAP-là, ce que vous retrouvez à l'échelle du centre-ville, c'est la volonté également de retrouver des connexions transversales, des connexions piétonnes entre le nord et le sud, et puis également d'est en ouest, afin de pouvoir faciliter les déplacements au sein de ce centre-ville qui est assez, qui est de fait comme un centre-ville assez dense et donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir le traverser assez facilement pour rejoindre la gare ou les différentes polarités de la commune. Ce qu'on peut dire également sur cette OAP-là, c'est la temporalité au niveau indicative au niveau du centre-ville, ici 2020-2025. Vous le savez, à l'heure actuelle, le projet est lancé. En tout cas, la concertation a déjà eu lieu sur ce centre-ville. Mais on a également le site de l'hôpital, avec ici une temporalité indicative de 2025-2030. Mais pour l'instant, les réflexions sont vraiment à un stade embryonnaire qui est vraiment au début de la réflexion. Et donc, bien sûr, sur ce site-là, vous serez amené à participer, mais un peu plus tard dans la réflexion. Et puis, au niveau de la gare, ici, la question serait de restructurer la gare routière à ce niveau-là, et puis profiter de cette rue-là pour la réaménager, pour vraiment reconstituer un espace public un peu plus apaisé au niveau des rues qui longent la gare et qui rejoint le centre-ville. Voilà sur ces secteurs-là. Je vais passer peut-être un peu plus en avant sur les apports des ateliers sur le secteur du centre-ville. Donc, pour tout vous dire, les discussions se sont surtout concentrées sur le secteur du guichet. Mais on a eu quand même quelques réflexions sur le site de l'hôpital. Sur cette OAP-là, c'est vraiment le site de l'hôpital qui est ressorti des discussions. Et donc, ce qui est intéressant, puisque c'est vraiment le stade embryonnaire de la réflexion, l'idée de ne pas concurrencer le centre-ville en construction avec l'apport d'autres commerces. Donc, je reviens en arrière. De vraiment prévoir dans la programmation des équipements qui ne viendraient pas concurrencer le centre-ville, qui est en cours de restructuration avec notamment des commerces. Également privilégier la réhabilitation du bâtiment principal, en ayant une vocation liée à la santé, maison de retraite, maison de santé, EHPAD ou maison médicale. Ça, c'est vraiment des réflexions. Mais l'idée ici, c'est de ne pas tout démolir, profiter également des constructions qui ont
un patrimoine assez intéressant pour pouvoir les conserver, les réhabiliter. Et puis enfin, la pointe sud. Alors, ce qu'on appelle la pointe sud, c'était ce secteur-là. Dans le cadre de cet atelier est ressorti le fait de pourquoi pas en profiter pour construire en tout cas des logements collectifs qui donneraient sur le boulevard du Breuil, afin voilà, de constituer une rue de centre-ville avec des logements collectifs de part et d'autre. Donc voilà sur l'apport de cet atelier. Donc là, je vais laisser, comme tout à l'heure, la parole à Pierre Berthiaud pour vous évoquer les évolutions des OAP sur le secteur du centre-ville. Là, on est sur un secteur parfaitement stratégique au sein du centre-ville, puisque c'est le secteur, je dirais grosso modo, aujourd'hui d'équipement public à travers, d'une part, la présence de l'hôpital et d'autre part, celui de la mairie et des espaces attenants à l'hôtel de ville. On est là sur un enjeu lourd de lien et de redynamisation, y compris du centre-ville, et des réflexions qu'il nous faut entamer suite au départ de l'hôpital sur le secteur de Corbeville. Donc ce départ de l'hôpital sur le secteur de Corbeville nous laisse un espace qui nous permet de réfléchir à tout. C'est-à-dire que c'est véritablement un espace aujourd'hui ouvert à la réflexion. Rien n'est véritablement arrêté pour le moment en termes d'aménagement de cet espace. Tout est possible. On sait qu'on voudra garder malgré tout un secteur mixte. On sait qu'on voudra garder de l'emploi. On sait quelque part que peut-être il serait bien de conserver l'histoire de ce site pour essayer de conserver des activités liées à la santé. Tout est possible, on a encore beaucoup à y réfléchir. Il faut, ceci étant, il y a un certain nombre de contraintes. D'une part, des contraintes de relief. Le talus du RER est en soi une limite naturelle tout à fait présente. Et par ailleurs, les limites que nous nous sommes créées nous-mêmes, quelque part, en classant le bâtiment historique dans le patrimoine intéressant et remarquable de la ville, qui est ce bâtiment que je viens de désigner et qui, effectivement, aujourd'hui, ne peut pas, devra, en tout cas, être conservé. On a ensuite une réflexion à mener sur les liens entre l'ensemble de l'espace de l'hôpital et celui des espaces, l'espace public où se trouve le marché, l'hôtel de ville aujourd'hui, avec cet espace arrière, plus tout l'espace public qui se trouve devant et qui pénètre à l'intérieur de l'hôpital avec le parking qui se trouve ici, les espaces d'agrément devant la mairie et cet espace avec le parking derrière la mairie, le marché et à nouveau le parking derrière. On se rend bien compte qu'on a là un espace public important que nous maîtrisons quasiment totalement et qui devra être intégré également à la réflexion. Donc on a voilà à peu près le sujet aujourd'hui dans une dynamique qu'il va falloir réfléchir avec la rénovation du centre-ville de l'îlot de la Poste lui-même qui va bien sûr créer, il y aura forcément des interactions entre les deux qu'il nous faut aujourd'hui anticiper. Peut-on parler là maintenant effectivement de la question du secteur gare la question du secteur gare pose le problème de l'aménagement de l'ensemble de l'espace où se trouve la gare Orséville aujourd'hui, dont on voit bien quelque part qu'elle dysfonctionne en termes d'espace à partager entre une circulation piétonne, une circulation véhicule, une circulation bus, qui aujourd'hui sont des points de rencontre un peu conflictuels et qu'il nous faut apaiser, trouver à apaiser en tout cas. C'est la partie assurée ici. Qui serait donc la partie dont il nous faut aujourd'hui réfléchir l'ensemble de l'organisation. On a représenté la gare, qui est un immeuble protégé, et l'ancienne maison du garde-barrière, pour ceux qui se rappelaient de l'époque où il y avait un passage à niveau, qui elle-même est protégée au niveau du PLU actuellement. Une réflexion est à mener sur la consolidation du linéaire commerçant du boulevard du Breuil,
que l'on souhaite conserver en tant que tel, et une réflexion qu'il nous faudra remettre sur le métier concernant tout l'espace arrière de la gare, derrière le boulevard du Breuil, qui est appelé aujourd'hui à être intégré dans notre réflexion globale par rapport à cet espace du pôle gare. Voilà. Alors, on fait un petit focus là sur la question du boulevard du Breuil prolongé pour tous ceux qui connaissent un tout petit peu ce quartier. Le boulevard du Breuil, en fait, se divise à un moment donné en deux, avec une partie basse qui dessert un ensemble de pavillons ici. Donc la partie basse est là. Voilà. Et le boulevard du Breuil lui-même qui est au-dessus d'un talus qui doit faire à l'aise 400 mètres de haut à peu près, et qui s'en va donc sur Bure, avec un point de jonction à peu près à cet endroit-là, un tout petit peu plus loin. On avait à un moment donné réfléchi à la possibilité d'imaginer que ce secteur serait susceptible d'évoluer, compte tenu du fait qu'il est aujourd'hui quelque part entre un immeuble de logements collectifs, qui sont d'ailleurs en cours de vente, j'ai vu dernièrement, et plusieurs immeubles de bureaux. Et sur Bure, on a un autre espace à l'entrée de Bure d'immeubles collectifs. On pouvait donc imaginer que ce secteur, à proximité de la gare qui plus est, était appelé à évoluer. En fait, après débat avec la population de ce secteur, qui est très attachée au caractère pavillonnaire de cet ensemble-là, nous avons proposé, nous reproposons aujourd'hui de revenir à un classement plus conforme à celui du secteur pavillonnaire et de remettre à cet endroit-là une zone tout à l'heure dans le plan de zonage, une zone UH, c'est-à-dire conforme à un secteur pavillonnaire. Et donc d'abandonner l'idée pour le moment, en tout cas, d'une évolution vers un secteur d'habitat collectif à cet endroit. On revient de l'autre côté des voies, sur là aussi la possibilité de réserver un espace pour la gare téléphérique au débouché de la nouvelle voie, enfin de la nouvelle sortie au bout des voies aujourd'hui qui débouche à cet endroit-là et qui permet en bout de quai aux étudiants d'arriver directement dans la faculté. On pourrait imaginer là un lieu de liaison intermodale entre un téléphérique qui survolerait relativement peu d'habitations en définitive pour monter sur le plateau du Moulon, puis traverser ensuite la 118 pour aller sur Corbeville. Voilà, c'est une possibilité. On a maintenu, donc, comme vous le voyez, les deux possibilités de réfléchir et de faire évoluer la réflexion entre un départ au guichet et un départ sur Orséville. Voilà. Bonsoir, merci. D'abord, en revenant sur les précédents exposés, vous avez parlé des OAP, mais le PADD, vous n'avez pas parlé de ses modifications. Or, le PADD, c'est le premier document dans le PLU. Est-ce que le PADD a déjà été voté en 2022 et est-ce qu'il sera modifié dans le PLU qui sera voté en 2023 ou non ? On a vu que la question du PADD est déjà derrière nous, c'est-à-dire que le PADD a déjà fait l'objet d'un débat en conseil municipal. Le nouveau PADD a déjà fait l'objet d'un débat en conseil municipal en 2021. Aujourd'hui, la question est close, j'aurais tendance à dire. On ne reviendra pas sur les grandes orientations définies dans le PADD qui ont déjà fait l'objet d'un débat en conseil. Ah bah oui, j'entends M. Champetier, oui, il y a nécessairement tout le PLU sera soumis à enquête publique, donc y compris cette partie. Du côté du guichet, vous avez parlé d'une zone qui est appelée, je ne sais pas trop quoi, la transformer en zone humide. Si vous avez le Bourbier. Le Bourbier, oui, voilà, excusez-moi, je n'avais pas, on va y revenir. Je pas enregistré le nom propre. Voilà. Le Bourbier qui se... Ah, pardon. Les zones humides font l'objet, si je me souviens bien,
d'un classement au moins départemental. Est-ce que la démarche vis-à-vis du département a été initiée pour que cette zone soit bien classée en zone humide et devienne absolument obligatoire d'indication dans les plans des PLU? Il faut le faire d'abord sur la base d'une analyse environnementale qui soit à même de repérer qu'il y a dans ce terrain un intérêt écologique. Pour l'instant, on n'en sait rien finalement. On sait que c'est une zone humide, on sait quelque part elle sera difficile de toute façon à envisager comme assiette d'une quelconque opération immobilière, et que donc il vaudrait mieux aujourd'hui vérifier, avant d'envisager quoi que ce soit, si elle présente ou pas un intérêt écologique et environnemental. Si elle présente un intérêt écologique, alors elle pourra être éventuellement intégrée à l'intérieur de l'ensemble des zones humides et donc faire l'objet effectivement des protections liées à ces caractéristiques. Merci. Et donc excusez-moi, je finis. Et donc, effectivement, dans cette condition, nous envisageons au niveau du PLU, pour quelque part sacraliser un petit peu cet espace pendant au moins tout le temps des études, de le classer en zone N, c'est-à-dire inconstructible. Ok, j'ai une question concernant l'idée d'avoir une liaison par câble qui parte de l'extrémité ouest du quai de Orséville. Vous l'avez indiqué sur une belle pelouse qui vient d'être refaite. C'est une zone N. Ici. Voilà. Il y a une partie du terrain qui appartient à l'université. Ce sont les bandes qui sont horizontales proches de la voie. Mais le reste, c'est une zone N qui contient en particulier le pavillon. Des trucs comme ça. Donc, elle vient juste d'être refaite. Il faudra faire très attention. Je vous en avais parlé plusieurs fois pour la protéger. J'étais heureux de voir qu'elle était refaite. Vous parlez exactement, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le quartier, il s'agit d'une zone effectivement humide qui se trouve un petit peu est-ce que j'arrive, voilà, qui se trouve un peu au-dessus de la prévision du téléphérique, qui est en bas de la rue Georges Clemenceau, pour ceux qui connaissent bien, dans lequel on trouve une sorte de pagode. Si vous voyez, il y a une pagode au fond d'un jardin qui va être en voie d'ailleurs de réhabilitation et de rénovation sur une initiative du patrimoine, du service du patrimoine d'ailleurs de l'université Paris-Sud. Et c'est un projet particulièrement intéressant, vous avez raison. Moi, je l'ai connu quand j'étais petit et j'étais très attaché, parce que ma mère, prof de sciences naturelles, venait chercher des têtards pour les voir évoluer. Je pense que c'est effectivement plus une zone humide intéressante et qui mérite d'être protégée, tout à fait. Au sujet des zones humides, on a une idée un peu de ce qu'il y a, puisque la clé a fait un recensement. Donc c'est intéressant d'avoir un peu ces informations-là, au moins un titre indicatif. Et pour les zones argileuses qui sont à risque pour les constructions, tout ça, c'est le BRGM qui a fait des plans, puisqu'on l'a eu pour l'hôpital, donc ça existe. Donc c'est des indications qui peuvent être intéressantes pour savoir où on peut faire des travaux, et puis pour que, si bien que la municipalité puisse prendre des dispositions vis-à-vis de certains permis, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, et que les constructeurs n'aient pas de surprise. Ce serait intéressant que ce soit dans les dossiers. Monsieur Jean-Paul, le classement en zone humide des terrains que vous évoquez répond à une procédure bien particulière. Je vais d'ailleurs me permettre, si Mathilde veut bien, qu'elle nous explique plus précisément les modalités de classement en zone humide, si vous pouvez donner les quelques indications qui sont à votre disposition. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a déjà une analyse sur l'intérêt environnemental et écologique amené avant d'obtenir effectivement ce classement. Mais je vous laisse peut-être préciser, Mathilde. Alors, en réalité, c'est un classement qui se fait au niveau de la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Donc, on a beaucoup sur la commune d'Orsay, on a beaucoup de zones humides qui sont potentielles, mais qui ne sont pas encore avérées, qui demanderaient en fait des études complémentaires, mais qui se situent aussi majoritairement sur des terrains privés, donc qui sont à l'initiative des propriétaires. Ce n'est pas la puissance publique qui peut les réaliser dans ce cadre-là.
Donc pour l'instant, ce qu'on retient dans la révision du PLU et dans les documents qui y sont associés, c'est les cartes qui sont faites par la région qu'on va annexer au PLU. Voilà. Au même titre, sur les argiles retrait-gonflement, c'est exactement pareil. Lorsque vous avez parlé des OAP, vous avez parlé des OAP du Moulon et de Corbeville, qui sont, sur lesquels vous ne pouvez rien, puisque c'est fait partie sous l'autorité de l'OIN. Alors, je suis quand même assez surpris. On va sortir un PLU où ces deux zones-là sont des zones blanches, pour le moment, alors qu'il y a des constructions qui vont sortir, qui sortent de terre, genre l'hôpital, le terrain de sport, etc., là-haut sur Corbeville. Je suis assez étonné qu'elle passe à côté de votre PLU. Vous allez laisser en zone blanche sur le PLU ? Pas du tout. D'abord, elles existent, puisqu'on a bien dit, il y a les OAP telles qu'elles existent, et donc celles qu'on souhaite modifier. Celles qu'on souhaite modifier, c'est celles sur lesquelles on estime qu'on a la main mise dessus. Les autres, l'État nous a demandé de les modifier pour qu'ils puissent augmenter à certains endroits les droits à construire. On a donc refusé. Et donc il y aura ce qu'on appelle une mise en compatibilité le moment venu, décidée par l'État, notamment sur le cas du Moulon. Il va y avoir des enquêtes publiques qui vont être lancées à partir d'octobre. Mais nous, on a voulu dissocier ça de l'État en disant, nous, on s'occupe de notre ville. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande globalement à baisser les droits à construire compte tenu de ce qui arrive sur le plateau et de ne pas être prisonnier de ce que nous demandait l'État dans cette phase-là. Donc on vous redonne le micro, parce que comme c'est enregistré, autant que notre dialogue soit inscrit dans vous connaissez les difficultés de dialogue que l'on a avec vous et avec les PAPS pour savoir un peu ce qui se prépare là-haut. Nous avons été en rapport épistolier, oral et hospitalier assez souvent. Je suis allé à l'EPAPS et on n'a toujours pas le moyen de savoir ce qui se prépare là-haut. C'est pour ça, si vous avez bien écouté ma réponse, et donc je vais la décliner en regard de votre question encore plus précise, c'est qu'on refuse, nous, de leur donner des droits à construire sans qu'il y ait une mise en compatibilité qui se fait sur un projet qui sera présenté. Donc on leur demande d'abattre les cartes du jeu sur la table pour pouvoir justement avoir tous les éléments. Donc ça va dans votre sens. Ah non, mais celles qui ont démarré, elles sont suivant les règles déjà actées, celles-là on les connaît. Mais par contre, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on modifie... Non mais vous n'avez pas entendu, monsieur Sergent, c'est qu'ils voulaient qu'on modifie l'OAP pour que non seulement les choses qui ont démarré puissent continuer, mais ça c'est normal, mais qu'elles puissent donner la possibilité de faire d'autres choses que vous ne verriez pas encore. Et donc on a freiné à ce niveau-là. C'est pour ça qu'elles sont dites en zone, non pas blanche, mais pour l'instant nous on bloque là-dessus par rapport à l'évolution de ces zones. Si je peux me permettre. Il y a déjà eu des mises en compatibilité sur les deux secteurs du Moulon et de Corbeville qui sont portés aujourd'hui dans le PLU lui-même, donc vous pouvez aisément les retrouver, mais ça ne veut pas dire que c'est les dernières. Alors, pour être après encore plus loin, on est dans une phase d'aller-retour, et donc dans les personnes publiques associées qui vont donner leur avis jusqu'au processus final, il y a les services de l'État. Donc ça, c'est notre stratégie, elle est à l'instant T0, on va voir comment ils réagissent aussi, mais pour l'instant, en tout cas, c'est la position que l'on tient sur la ligne de tranchée. Oui. Bonjour, est-ce que vous avez, David, la même impression qu'un simple particulier, que aussi bien les PAPS que la SGP, la Société du Grand Paris, le métro, ils ont une culture du secret qui est absolument insupportable. Quand on les appelle, quand on essaye de rentrer en contact avec eux, en tant que simple particulier, ils mettent leur numéro de téléphone sur les panneaux et autres et tout. On ne peut, je dirais même pas de dialoguer, il ne s'agit même pas de dialoguer, il s'agit tout simplement de pouvoir rentrer en contact avec eux, et c'est impossible. Donc quand vous évoquez effectivement que vous êtes encore dans un flou artistique concernant le plateau, non seulement je le comprends, mais pour me côtoyer un petit peu de temps en temps à l'évolution du plateau, donc vous, est-ce que vous avez accès à des informations? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a rétention d'informations? Est-ce que vous n'avez pas tout simplement l'impression qu'on va voir arriver sans l'avoir prévu, sans des choses un tout petit peu aberrantes, quoi? Alors, sur la SGP, une fois qu'il y a eu les enquêtes publiques qui sont parties, c'est très difficile d'être en contact avec eux. Là, je vous rejoins, c'est l'État dans l'État dans l'État. Sur le PAPS, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que nous, on a une habitude de travail, et ils sont aussi obligés de passer par les élus. On avait un séminaire hier des adjoints et des délégués qui a duré 3h30 avec les têtes pensantes de l'EPAPS.
on y arrive mieux. Moi, le reproche que je leur fais, je leur dis, alors c'est pas forcément une stratégie délibérée, c'est plus une culture, c'est qu'ils ont tendance à saucissonner tous les problèmes, que ce soit sur les logements, sur les mobilités, qu'on a des cartes. Donc on a l'impression d'un puzzle. On vous associe à un morceau, vous faites un petit puzzle, mais vous n'avez jamais la vue d'ensemble de tout le puzzle. Oui, mais il y a bien une boîte pour le puzzle. Et donc, qui a la boîte? Qui tient la boîte? Alors, la boîte, je ne suis même pas sûr qu'elle soit complètement terminée parce qu'il y a aussi les financements qui permettent de finir la boîte du puzzle. Et donc, ils ont une idée à peu près, mais pour rentrer dans le détail, et moi qui suis maire et qui ai à terme la vocation à gérer une fois que les choses sont terminées, on a besoin de cette vue d'ensemble. Et ça, on a du mal à l'avoir et on se bat pour ça. Ça, c'est clair que c'est l'enjeu. Mais ça n'aurait pas été la modification de l'OAP qui nous aurait permis d'avoir ça par ailleurs. Donc là, on joue un peu. C'est-à-dire que ça les aurait arrangé dans notre planning, puisque vous avez vu qu'on veut que notre PLU soit modifié pour septembre 2023. Ils voulaient, eux, mettre en compatibilité par nous le PLU pour pouvoir faire la suite jusqu'en 2030 tranquillement. Sauf qu'en faisant ça, comme on a refusé, ils vont être obligés de mettre en compatibilité, pas en comptabilité, même s'il y a un aspect financier dans les deux cas. Et donc, ça veut dire qu'ils vont être obligés de repasser devant la population. Donc, c'est d'une certaine manière un contrôle qu'on leur oblige, une étape supplémentaire pour abattre leur carte aussi. Repasser devant la population, soit, enquête publique, pourquoi pas. Et de toute façon, pour parler poliment, ils n'en ont strictement rien à foutre. Ils enjambent de toute façon, systématiquement. Le plateau, la première mouture, c'est 2003. On est en 2022. Il s'est passé des choses depuis, notamment sur un plan, j'ai cité un gros mot, sur un plan environnemental. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un moyen, non pas de s'opposer, mais de freiner et pourquoi pas diminuer la part de construction qui arrive là-haut, quoi? Non. Non, autant être honnête, ce qu'on fait votre réponse est claire, mais c'est terrible. Ce qu'on fait nous, c'est pas de freiner, c'est de tirer le meilleur profit au regard des ambitions de construction qui sont établies, qui sont là pour le coup connues en termes de mètres carrés, de SDP, de pourcentage, développement économique, logement, activité, recherche. Mais c'est que l'ensemble soit cohérent et soit vivable. Donc nous, on agit au niveau des modestes élus que nous sommes, au niveau de l'agglomération, à ce stade-là. Pour être honnête, ils ont peut-être un schéma, un puzzle, et on joue à 5% sur l'image du puzzle. Voilà, pour dire les choses honnêtement. J'aime bien vous entendre parler d'un ensemble vivable pour y monter souvent, pour regarder comment ça évolue. Si ce n'est pas vivable maintenant, quand est-ce que ça le sera, quoi? C'est tout. Voilà, alors, on pourra faire une réunion spéciale bilan à la rentrée aussi sur tous les enjeux du plateau, mais comme l'heure tourne et qu'il y a quand même d'autres OAP que là on maîtrise et sur lesquels on doit vous rendre des comptes, je propose qu'on continue d'avancer, sauf s'il y a des questions à nouveau sur les OAP A et B qui ont été présentées. Oui, M. Champetier. J'ai vu que vous allez améliorer la circulation voitures, vélos et piétons en lieu de Versailles. Ça fait plus de 30 ans qu'on le réclame, mais il n'est pas arrivé. Alors, si vous trouvez une solution miraculeuse, tant mieux, mais pour l'instant, c'était un échec complet. Et j'ai commencé ça avec M. Laurent, en tant que maire. Donc ça, c'est un vrai enjeu qui a été listé. Alors là, pour le coup, le fait, alors si on essaie de trouver des points positifs, le fait qu'il y ait le PAPS et donc il y a un petit peu d'argent qui traîne, on a mis le réaménagement de la rue de Versailles comme une des incidences, qui est normale, naturelle, des contraintes aussi des liaisons plateau-vallée. Et donc il y a une étude qui va être lancée, qui démarre là, et l'appel d'offres est lancé à l'initiative de l'agglomération pour étudier différentes possibilités. Effectivement de sécuriser l'aspect piéton, l'aspect cycliste, sachant que ça va être compliqué de tout faire. Il y a la question aussi du stationnement, donc ça refait le lien avec le stationnement ou pas qu'il pourrait y avoir au niveau du PIR, du parking d'intérêt régional déjà présent. Est-ce qu'on peut augmenter la capacité? Est-ce que c'est là qu'il y aurait le téléphérique? Donc finalement, ces variables-là, elles sont mises sur la table et c'est le moment où on peut se les poser, où la présence de l'État peut, pour une fois, être utile à débloquer quelque chose que les élus localement n'arrivent pas à faire depuis 40 ans. Et puis, si je peux me permettre, la question de la route de Versailles va aussi se trouver dans la réflexion d'ensemble qui concerne le développement de toutes les modalités de transport possibles et imaginables. Il y a certes la question de la circulation véhicule, il y a la question bus, il y a la question vélo, il y a la question des liaisons douces piétonnes. Voilà, c'est un ensemble qu'il faut réfléchir, qui a un impact à un moment ou à un autre sur la route de Versailles. Ceci étant, il y a un problème fondamental qui est que quelque part, on a affaire sur le plateau à une zone excessivement lourde
qui est toujours desservie pour l'instant par une voie qui est au départ une voie de desserte d'un secteur pavillonnaire, quasiment. Même si elle avait pour vocation d'aller jusqu'à Versailles, on n'était pas dans le même jeu et on n'était pas que celui qui est en train de se jouer aujourd'hui. On va peut-être passer... Voilà. Je redonne la parole à Arthur. Oui, merci. Donc la dernière OAP sectorielle qu'on va évoquer aujourd'hui concerne celle de l'entrée de ville de Mondétour, autour de l'actuel Grand Frais. Donc ce que vous voyez, c'est l'OAP en vigueur aujourd'hui. L'objectif était donc autour d'un repositionnement des ateliers municipaux et des équipements sportifs, reprogrammer un quartier avec notamment des logements collectifs. Je veux prendre le... Hop, je vous remercie. Je me suis trompé. Voilà, au niveau de l'actuel Grand Frais, c'était voilà, un espace mutable pour avoir des logements collectifs. Ici, plutôt un espace mutable pour avoir des logements en bande. Et voilà, ici, les équipements du CTM et les équipements sportifs. Également, profiter de cette OAP-là pour évoquer l'aménagement de l'espace public d'un parvis devant le groupe scolaire et bien sûr prendre en compte le ring des Ulysses dans l'aménagement de l'ensemble. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a donc l'apport des ateliers d'abord. On a eu quelques questions sur cette OAP-là qui étaient de l'ordre de la vitalisation du secteur. Alors, comment le revitaliser, comment le vitaliser, ça, c'était vraiment une question qui est ressortie. Également, et ça, c'est lié au ring des Ulysses, le problème de circulation, principalement le samedi. Comment résorber ce problème-là? Et puis voilà, la possibilité évoquée d'élargir l'OAP vers la raquette de Mondétour. Alors, les choix qui ont été faits, en tout cas les choix actuels qui restent à trancher, c'est justement d'entériner la présence du Grand Frais et donc la vocation économique de cette OAP-là. Et de revenir sur ce programme qui prévoyait une construction de logements pour vraiment entériner ce qui se fait aujourd'hui avec un Grand Frais qui fonctionne plutôt bien. Et donc, ça serait donc la suppression de cette OAP dans le cadre de ce PLU. Voilà, donc on n'aurait plus cette programmation de logements sur ce secteur-là et laisser le secteur fonctionner autour du Grand Frais. Voilà les réflexions en tout cas à l'heure actuelle. Autre chose, j'avais évoqué les OAP sectorielles. Maintenant, on va aborder la question des OAP thématiques, donc un peu plus générale sur la commune. On a au sein de ce PLU une OAP sur la trame verte et bleue qui prévoit des préconisations et des recommandations pour préserver les cœurs d'îlots voilà, qui sont à protéger, des cœurs d'îlots qui sont déjà représentés sur le plan de zonage et qui sont voilà, dans les espaces arrière de parcelles ou les arrières d'opérations d'aménagement. On a également des préconisations pour préserver les berges de l'Yvette et puis également des préconisations pour préserver et aménager les lisières forestières. Comme vous savez, le PLU prévoit des zones de lisière sur les massifs boisés de plus de 100 hectares qui sont inconstructibles et qui permettent une transition entre les espaces boisés et l'urbanisation. Et dans le cadre de cette OAP-là, on a des préconisations sur l'aménagement de ces lisières. Un point qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'il y avait une absence de cartographie de cette trame verte et bleue. Donc, ce qui est intéressant, c'est de la cartographier. Et donc là, c'est vraiment une OAP qui est en cours d'élaboration. Donc il n'y a pas plus de réflexion à l'heure actuelle. On est assisté par un bureau d'études en environnement qui mène une réflexion pour amender et améliorer les préconisations de cette OAP-là. Et donc voilà, pour le moment, on ne peut pas vous en dire plus sur cette OAP-là.
à part le fait de la prise en compte au mieux possible des corridors écologiques existants, que ce soit voilà, les corridors liés à l'Yvette ou aux rues de Mondétour sur la partie nord, rue de Corbeville pardon, sur la partie nord, et puis voilà, les liaisons, les corridors sur les espaces boisés. Voilà, donc ça c'est l'OAP à l'heure actuelle. Ensuite, on a également une autre OAP thématique qui a été débattue au cours de l'atelier, sachant que celle de la trame verte et bleue n'avait pas été débattue. Voilà. Donc celle-ci a été débattue assez longuement. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est le plan actuel qui répertorie les liaisons douces à renforcer, à créer, et puis celles qu'on retrouve au sein des différentes OAP. Là, on a eu vraiment des discussions autour de l'amélioration des circulations douces. Donc voilà, avec des remarques et des propositions que je peux vous lister, parvenir à concilier les différents usages, à la fois piétons, cyclistes et voitures. Notamment, ce qui a été mis en avant, c'était l'amélioration de la signalétique, qui est vraiment un levier pour améliorer la sécurité des déplacements. Et voilà, c'est ce que je vous dis juste ici. Se servir de la signalétique pour améliorer la sécurité et le partage des voies. Également, un point noir soulevé au niveau du ring des Ulysses, comme on l'évoquait sur l'AP précédente, qui a vraiment également à traiter. Décloisonner le quartier du Bois Persan, ici également, redimensionner la rue de Versailles, comme on l'a évoqué précédemment, pour accueillir les mobilités, que ce soit bus, voitures, piétons ou vélos, voilà, sur ce secteur-là. Proposition de mettre en place un emplacement réservé, voilà, pour les mobilités douces dans le prolongement de l'emplacement réservé numéro 11. Alors, c'est à ce niveau-là, entre la rue Racine et la rue du Guichet, afin de prolonger cette connexion qui est ici. Et donc, voilà, la prolonger jusqu'à la rue du Guichet. Voilà, ça c'est une proposition qui est ressortie de cet atelier-là et qui va être prise en compte et on va voir si elle sera intégrée finalement à cette OAP-là, puisque en plus de toutes ces réflexions-là, on a également une commission des mobilités douces qui s'est tenue et qui va, en tout cas, qui a apporté certaines conclusions qui vont être prises en compte dans la cartographie finale de cette OAP-là. Et un dernier point, on avait des spécialistes vraiment vélo sur cet atelier-là, une voie cyclable qui devrait avoir 3 mètres de largeur pour pouvoir doubler afin d'avoir des déplacements sécurisés. C'est une recommandation qui peut être inscrite au sein de l'OAP de manière écrite, en plus de cette cartographie. Donc, comme je l'évoquais, cette OAP est en cours d'élaboration et le but, voilà, c'était aussi d'améliorer et de développer les connexions entre le plateau et la vallée via des mobilités douces. Donc on en vient, c'est beaucoup plus rapide que précédemment. Si vous avez des questions sur ces OAP thématiques et notamment aussi sur l'OAP de Mondétour, n'hésitez pas, c'est le moment. Nulle part, je n'ai entendu parler des engagements qui avaient été pris par les villes de Bure et d'Orsay pour la création d'un espace d'accueil des gens du voyage. J'étais à Bure à l'époque quand on prenait ça. Et il y avait eu une réponse qui nous avait été faite. Le département se débrouillera avec les gens de l'OIN pour trouver un terrain sur le plateau. Alors, c'est dans le PLU actuellement. Il y a une aire des gens du voyage, Orsay-Bure, commune qui est sur la partie Corbeville, qui existe. Et donc, qui n'est pas modifiée là, pour l'instant, en l'état actuel. Par contre, l'OIN réfléchit à un autre endroit, pour rien vous cacher, qui serait, parce qu'il y a des histoires d'aires de court passage, moyen passage, grand passage. Et donc, il y aurait une aire qui serait placée à peu près sur la parcelle de l'ancienne station-service de la 118, qui pour le coup est juste à côté d'Orsay, mais qui serait sur sa clé. Et donc, si la capacité était résolue avec l'État et l'AGLO, ça permettra dans la mise en compatibilité de ce que j'évoquais tout à l'heure, à terme de la retirer. Mais pour l'instant, elle reste en l'état. Exactement, du vent.
Je croyais que les circulations douces, ça concernait non seulement les vélos, mais les piétons. Actuellement, il y a beaucoup de réflexions sur les vélos. On oublie qu'il y a des piétons à Orsay et qu'il y a des circulations à l'endroit où on a transformé des circulations piétons, circulations vélos, et sans signaler le problème. Du côté du stade, il y a un certain nombre de choses. Tout à l'heure, en sortant de la 118, en prenant le rond-point vers le stade, heureusement que j'étais prudent, mais j'ai un vélo qui passait à toute allure devant la voiture et j'aurais pu le renverser. Un de ces jours, il y aura un accident. Donc, il faut revoir toute la signalisation et ne pas oublier qu'à Orsay, il y a un certain nombre de personnes qui sont piétonnes, qui ne peuvent plus faire de vélo. J'en parle en connaissance de cause. Je crois qu'il y a quand même, ça le montrait un peu, une réflexion globale sur tous les modes, piétons et vélo. On est interrogé sur tous ces modes, piétons et vélo, que ce soit au niveau des initiatives possibles en tant que commune ou le PAPS qui réfléchit aussi. Vous avez dû remarquer l'amélioration de la qualité de la promenade et du lien entre le long de la rue, qui traverse le long de la rue du doyen Joseph Pérez et qui va du nord de la faculté jusqu'au Belvédère. Donc on a là un nouveau chemin piéton qui est quand même de belle qualité aujourd'hui. On y va, on continue. Alors, oui, merci. Okay. Oui, je commençais sur le rappel du plan de zonage avant de vous laisser la parole sur les évolutions. Donc, on passe excuse-moi, je m'avance. Un rappel sur le plan de zonage de la commune et de ce PLU qui est aujourd'hui en vigueur. Donc, il représente de manière cartographique les règles du PLU. Donc, vous savez que le règlement et le plan de zonage est réparti en différentes zones. Donc, vous avez 4 types de zones. Les zones urbaines, les zones à urbaniser qui sont pas urbaines et qui vont être urbanisées dans un futur. Les zones agricoles, sur Orsay maintenant, il n'en existe plus. Et puis, les zones naturelles. On a également la possibilité de cartographier différentes protections et périmètres au sein du plan de zonage. Donc on a des emplacements réservés, pour par exemple aménager des voies douces sur certaines rues. On a des espaces boisés classés qui sont des protections assez strictes des boisements. Donc là vous avez tous les boisements des coteaux qui sont protégés en espaces boisés classés. Qui ne sont donc pas constructibles. Certains aménagements sont possibles, mais c'est juste lié à la gestion des bois. On a les cœurs d'îlots à protéger qu'on évoquait, qu'on retrouve souvent à l'arrière de parcelles, de jardins de logements pavillonnaires, notamment ici au bas de Mondétour et puis vers les berges de l'Yvette, et puis au sein des espaces de logements collectifs. On a des espaces paysagers remarquables également, qui eux sont des espaces à protéger, qui ont une protection un peu moins forte que les espaces boisés, mais qui peuvent notamment contraindre certaines extensions ou certains projets d'aménagement. On a également, on l'avait évoqué, des bandes de protection des lisières le long des massifs boisés que vous voyez un petit peu, mais elles sont présentes en rouge ici, dans lesquelles il n'y a pas de possibilité de construire. Et puis également, et je m'arrête là, mais il y en a d'autres, des linéaires commerciaux qui sont généralement représentés sur les rues du centre-ville afin de privilégier le commerce au niveau des rez-de-chaussée. Par exemple, si on a un changement de destination d'une habitation, en tout cas, on peut empêcher le changement de destination d'un commerce vers une habitation afin de préserver les commerces. Voilà, c'est vraiment ça le but de ce linéaire commercial, c'est d'avoir le maximum de commerces. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont représentés au centre-ville et puis aussi une partie au niveau du guichet. Enfin, voilà, le PLU, le plan de zonage, recouvre 100% de la superficie communale. Et donc, je vais vous détailler les différents types de zones.
On a des secteurs, la zone UA qui correspond au secteur d'activité économique de la commune. On a la zone UCV qui est le centre-ville d'Orsay, la zone UE qui correspond aux grands équipements présents dans la commune. On a également les zones UG comme celle aujourd'hui autour du guichet qui sont des zones mixtes comprenant notamment la centralité du guichet et le cœur de Mondétour avec des possibilités de construction un peu plus importantes que pour les zones pavillonnaires qui correspondent, elles, à la zone UH, voilà, donc des quartiers qui accueillent principalement des constructions à l'usage d'habitation individuelle. On a notamment un secteur UHC qui correspond à des secteurs sur des coteaux. Vous voyez, on a quand même beaucoup de zones sur notre PLU. La zone UM qui correspond au secteur urbanisé de la ZAC du Moulon, et donc, voilà, dont les règles sont issues de la mise en compatibilité, comme l'était évoqué, du PLU d'Orsay en 2014. On a également des secteurs, des zones UP, qui sont des zones pavillonnaires, mais avec de nombreux bâtiments classés et repérés et protégés au sein du PLU. Donc on appelle cela les quartiers patrimoniaux, qui accueillent principalement l'habitation, avec une densité de bâtiments protégés assez importante. Les zones UR qui représentent les ensembles résidentiels cohérents. Alors, ce qui veut dire, quand on parle de cohérence, ce sont vraiment des opérations de logement collectif ou alors de logement d'individuels groupés en bande. Voilà, ça correspond à ces zones-là. On a également la zone UU qui est la zone de l'Université Paris-Saclay, juste au nord de la gare. En grande partie concernée par le site classé du domaine de Launay. Et puis on a deux zones à urbaniser qui correspondent pour l'une à la future zone d'urbanisation de Corbeville sur le plateau de Saclay, et puis une zone AUG qui correspond à aussi également un secteur à urbaniser à vocation dominante d'habitat, et elle intègre différents secteurs comme le guichet, Mondétour et également le long du boulevard de Breuil. Voilà, donc leur ouverture à l'urbanisation est conditionnée au développement d'une opération cohérente d'ensemble. C'est pour ceci que ces zones-là étaient présentes dans les OAP. Voilà, c'était afin de prévoir un développement d'une opération avant de pouvoir ouvrir à l'urbanisation. Enfin, on a les zones naturelles qui sont souvent les coteaux boisés, bois ou forêts, et puis également les secteurs de berges le long de l'Yvette, ainsi que les zones humides. Voilà toutes les différentes zones. C'est assez important, mais voilà, vous pouvez mieux comprendre comment est structurée votre commune. Si on revient en arrière, vous voyez toutes les zones pavillonnaires ici en jaune. La zone de l'Université Paris-Saclay, les espaces naturels, ici c'est la zone AUC de Corbeville, UM du Moulon, voilà le centre-ville UCV, on a les équipements en bleu ici, avec le cimetière notamment, et puis les secteurs UG de quartiers mixtes avec à la fois des logements collectifs et des logements pavillonnaires. Donc voilà, on a fait le tour du plan de zonage. Je vais laisser la parole à M. Berthiaud qui va vous présenter les évolutions. Ah non, avant cela, je reviens sur les ateliers. Donc on a eu un atelier, c'était l'atelier numéro 3, à la fin du mois d'avril, qui a porté sur le plan de zonage. Donc on a eu plusieurs retours qui dépassaient parfois le cadre du plan de zonage, mais on a voulu vous les présenter, notamment la question des objectifs du SDRIF, qui sont assez contraignants en termes d'objectifs de construction de logements, qui en tout cas incitent la commune à favoriser des zones qui permettraient d'avoir des constructions de logements un peu plus importantes. La question était pourquoi les respecter, sachant que actuellement, il y a un nouveau SDRIF qui est en cours de réalisation et qui sera plus adapté à l'évolution de la ville, puisque plus récent. Donc c'est vrai que c'est une question qui peut rentrer aussi dans les discussions pour, en tout cas, celles qui sont amenées entre la ville et les services de l'État. On a également
un point à noter, c'est que certes, c'est bien d'avoir des logements collectifs, mais l'attractivité des pavillons est quand même très importante à Orsay, ce qui n'est pas à négliger. Voilà. Autre point, concernant la zone UG, de manière générale, est-ce qu'on ne pourrait pas reclasser les zones UG en zones UH? Donc ça a été aussi évoqué lors de l'atelier. Donc si on comprend un petit peu à travers les lignes, c'est comment est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer la constructibilité de certains secteurs, notamment au niveau du guichet, voilà, ici, et puis même de Charles de Gaulle. Voilà. Autre point, possibilité de prendre un exemple de l'opération réalisée chemin du Château Fort pour adapter les règles en zone UG. Donc c'était l'habitant qui nous a évoqué les opérations, enfin en tout cas l'opération de construction de 2 ou 3 maisons sur ce secteur-là, qui apparemment était plutôt bien réalisé, donc aussi à prendre en compte. Nous, de notre côté, c'est à nous aussi d'aller chercher à quoi correspond cette opération. Autre point, la zone du Bourbier. Donc ça a déjà été évoqué, hein, mais c'était ressorti des ateliers. Est-ce qu'elle ne pourrait pas devenir une zone naturelle, notamment si une zone humide y est caractérisée? Donc voilà, c'est celle qu'on a évoquée ici, autour du bassin de rétention. Et puis le secteur du Libernon, donc en fait c'est ce secteur ici à l'est de la gare du Guichet, qui est aujourd'hui en zone UGA, donc avec un potentiel constructible assez important. Mais les habitants nous ont fait remonter quand même que ce secteur-là est peu accessible et donc serait peut-être un petit peu contradictoire avec une densification. Autre point, l'évolution du secteur du Breuil prolongé, qui est aujourd'hui en zone UG. Et donc là, la proposition, c'était de le passer en zone UH, comme ça a été évoqué tout à l'heure, afin voilà, de correspondre à la volonté voilà, d'avoir un quartier pavillonnaire, en tout cas de maintenir ce quartier sous forme pavillonnaire. Également, une question autour du Grand Frais. C'était plutôt confirmer le secteur du Grand Frais en zone économique et commerciale. Donc là, on peut dire que la proposition de supprimer l'OAP, en tout cas, rentre bien en accord avec cette remarque-là. Et puis, concernant le centre de Mondétour, voilà, qui est ici aujourd'hui en zone UG, donc là aussi, un petit peu plus constructible que les zones pavillonnaires, la proposition est de revenir à la réglementation du précédent PLU. Voilà, donc ça, ce sont les différents points qui sont ressortis des ateliers. Et donc, on va voir maintenant quelles sont les évolutions qui sont prévues, en tout cas qui sont en réflexion. Et je vous laisse avec M. Berthuot. Merci Arthur. Bah oui, l'essentiel des propositions qu'on va détailler maintenant sont effectivement, merci, des réponses aux questions qui viennent d'être posées, sachant que l'on a ressenti évidemment sur la ville d'Orsay que l'opération d'intérêt national faisait peser, et on en profite quelque part, mais faisait quand même une pression, faisait peser une forte pression foncière par l'intervention de promoteurs immobiliers qui voient là la possibilité de répondre à une demande existante, et c'est leur métier de répondre à ce type de demande. Donc c'est aussi à nous de savoir ce qu'on veut. Or, ce que l'on ne veut pas, c'est qu'une atteinte trop lourde soit portée à l'identité de la commune, qui est encore fondée sur une identité pavillonnaire dans un certain nombre de secteurs. Par ailleurs, l'offre de logement en tant que telle n'est pas touchée par une éventuelle réduction des droits à construire, puisque l'offre de logement sur l'ensemble des axes du Moulon et de Corbeville sera suffisamment importante pour permettre de répondre à cette demande et réenvisager du coup ce que nous voulons sur la vallée. Ce que nous voulons sur la vallée, c'est maîtriser effectivement l'évolution de l'urbanisation, particulièrement sur le secteur du Guichet, qui est sous la pression à l'heure actuelle des promoteurs immobiliers, on le sent bien, en transformant... encore une fois, je suis désolé alors on revient en arrière sur la flèche rouge, c'est ça? Ah, c'est en avant, je suis parti en arrière là. Ok. Voilà.
Oui, donc sur le secteur autrefois de la zone UG, qu'on considérait comme pouvant évoluer vers une zone d'habitat collectif, puisque proche de la gare et disposant de terrains suffisamment grands pour pouvoir intervenir sur des zones d'habitat collectif. Nous envisageons aujourd'hui de réduire les droits à construire liés à la zone UG en transformant cette zone UG en une zone UH, donc liée, c'est la zone qu'on utilise dans le secteur pavillonnaire, pour revenir et pour préserver quelque part l'aspect pavillonnaire de l'ensemble, je dirais, de la face au nord, de l'ensemble des parcelles au nord de la ligne du RERB, qui sont aujourd'hui sous la pression de promoteurs immobiliers. On a plusieurs demandes de réalisation d'opérations collectives, d'habitat collectif, sur lesquelles on tarde à l'heure actuelle un peu à répondre. On essaye de convaincre les promoteurs d'éviter de déposer aujourd'hui des demandes d'autorisation de construire, puisque de toute façon, comme nous sommes en révision de PLU, nous sommes fondés actuellement à surseoir à statuer sur les permis qui nous sont déposés dans ce cadre-là, mais autant éviter, autant que faire se peut, de devoir utiliser cette méthode et convaincre le promoteur de renoncer. Mais la meilleure façon, c'est de mettre une règle adaptée à nos souhaits. Et la règle adaptée à nos souhaits, c'est donc de réduire les droits à construire, de supprimer la zone UG qui se trouve ici et d'inclure l'ensemble des terrains qui se trouvaient dans cette zone UG à l'intérieur de la zone UH, donc qui est la zone privilégiée pour la réalisation des secteurs pavillonnaires. Je continue, donc zone UH, zone N, qui a, elle, bien évidemment, sur le Bourbier, comme on en a parlé tout à l'heure, est une zone qui est fondamentale dans la réduction des droits à construire, puisqu'elle devient totalement inconstructible. Donc l'ensemble de la transformation de la zone UG en zone UH, plus la zone N qui se trouve ici, amène effectivement à revoir fondamentalement les autorisations de construire sur l'ensemble de ce secteur. Alors, comme vous le voyez, là, on est sur la zone, à l'heure actuelle, UG du secteur au sud du RERB, donc le long de la rue Charles de Gaulle, où on voit que la densité n'est pas du tout la même. Si je reviens sur la diapo d'avant et qu'on regarde, on sent bien ici effectivement que les parcelles sont destinées à un secteur pavillonnaire, alors que ici, on est effectivement sur quelque chose de beaucoup plus dense. Et qu'il est donc illusoire de penser qu'on réglerait là le problème en transformant la zone UG en une zone UH. En revanche, il nous est possible malgré tout de réduire la constructibilité de cette zone, particulièrement de baisser les coefficients d'emprise au sol en utilisant une zone plus adaptée qui serait une zone UGA, qui reste une zone malgré tout d'habitat collectif, puisque force est de constater que c'est la situation actuelle, mais où les droits à construire seraient réduits par rapport à la zone UG elle-même. Je continue. Alors, on est ensuite sur le secteur de Libernon, où là aussi, tout le monde se rappelle que nous avons eu des propositions d'un certain nombre de promoteurs pour réaliser une opération d'habitat collectif sur la zone UGA et particulièrement dans la zone qui a fait l'objet où on a un certain nombre de maisons qui ont été considérées comme étant remarquables parce qu'elles sont symboliques de l'histoire rurale de la commune. Mais l'opération qui était au départ une opération promu par un opérateur qui s'appelait Link City, vous avez dû, bien sûr, tout le monde en a parlé pendant un moment. Nous sommes bien rendus compte quelque part que cette opération ne pouvait pas correspondre aux attentes ni aux souhaits de la population riveraine de l'opération et qu'il était nécessaire de rester là aussi dans une identité pavillonnaire. Et donc nous proposons de retransformer la zone UG en zone UH, donc de revenir sur les règles d'un habitat pavillonnaire. Des questions encore? Non, on continue, on fera les questions après. Voilà. Le secteur de Mondétour avait été aussi envisagé pour ce qui concerne le
cœur de quartier, le cœur, je dirais, palpitant du quartier, autour du marché et des équipements publics, mairie annexe, bibliothèque, voilà, place publique, petit linéaire commercial. Nous avions envisagé de pouvoir, pour dynamiser le quartier et pour aussi quelque part faire un apport d'habitants permettant à terme de pouvoir aussi développer plus facilement et plus aisément de nouveaux commerces. Il s'avère là aussi que les opérations qui ont été tentées, particulièrement celles que je désigne ici au bout de mon curseur lumineux et qui concernaient le terrain de la Chapelle, avaient été convoitées par un opérateur immobilier qui voulait réaliser une opération au départ d'une douzaine de logements, puis aujourd'hui plutôt d'une trentaine de logements. Ces logements ne sont pas non plus particulièrement attendus par les habitants du quartier qui souhaitent préserver là aussi le caractère pavillonnaire de Mondétour. Nous considérons de notre côté qu'il y a malgré tout une réflexion à engager sur l'ensemble du secteur de l'espace public qui se trouve donc être le terrain d'assiette donc du marché et de la mairie annexe, avec le parking qui se trouve derrière et la zone d'accompagnement de l'ensemble de ces équipements publics, avec quelque part une volonté de renforcer malgré tout le linéaire commercial. Donc nous envisageons aujourd'hui de réduire la zone UG au terrain maîtrisé par la ville et aux quelques terrains immédiatement attenants, de façon à nous préserver la possibilité d'intervenir aussi sur les rez-de-chaussée commerciaux et de conserver le linéaire commercial de cette zone. Donc la zone UG est réduite aujourd'hui aux espaces publics, grosso modo, de la ville. Le reste revient donc sur une zone UH. Donc, toujours la même chose, zone UH, c'est-à-dire zone pavillonnaire. On poursuit. Là, on se trouve donc sur une modification, un peu de détail au niveau du centre-ville qui concerne la modification du périmètre de l'OAP. L'OAP a longtemps pris en compte les 3 immeubles de bureaux qui n'avaient pas de sens d'être intégrés à l'intérieur de l'aménagement du pôle gare. Et donc, nous avons réduit le périmètre de l'OAP en évitant ces immeubles de bureaux. Pour le reste, l'OAP qu'on a vu tout à l'heure reste toujours la même. C'est à peu près la seule modification réglementaire sur cet endroit. En revanche, on revient là sur la zone du boulevard du Breuil prolongé, donc ce fameux endroit où vous avez cette voie en contrebas du boulevard du Breuil et qui longe un secteur pavillonnaire qui a été classé à la suite d'une première modification du PLU sur une recommandation du juge après un contentieux lancé sur le dernier PLU. Le juge avait considéré qu'il n'était pas possible de classer dans une zone qui était à l'époque une zone AUG, c'est-à-dire à urbaniser des terrains qui étaient déjà urbanisés. Donc il a fallu qu'on passe par une phase intermédiaire dans une première modification qui a été de passer d'AUG en UG pour aboutir à la fin à ce que nous souhaitions finalement faire sur le fond du fond, c'est-à-dire revenir à une zone UH équivalente aux zones qui sont à une zone UH entre le petit immeuble d'habitat collectif et les immeubles de bureaux qu'on a vu tout à l'heure et la limite de Bure. Donc dans ce contrebas du boulevard du Breuil ici et le long de la ligne de métro. Donc on revient quelque part à un souhait qui avait été largement manifesté par les habitants de ce quartier. Voilà, on revient aussi sur un certain nombre d'alignements d'arbres, certains n'ayant pas véritablement de sens. On avait ici un alignement d'arbres le long de la route de Versailles. Quand on est retourné sur place et qu'on a pris les photos, on s'est rendu compte que cet alignement n'existait
pas véritablement, ou était en tout cas très réduit, et que donc il ne méritait pas obligatoirement d'être conforté, surtout dans la réflexion qui va être la nôtre d'aménagement de la route de Versailles. On risque donc de se tirer à la limite une balle dans le pied en conservant un alignement qui n'a pas beaucoup de sens, ni beaucoup d'importance, ni beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Donc on propose de supprimer cet alignement. Sur le temple de la gloire, alors à la réalité du terrain, je ne sais plus trop. Je vais vous aider là-dessus. Ouais. En fait, c'est juste une adaptation à la réalité du terrain. Si vous voyez à gauche, on a des alignements d'arbres qui ne correspondaient pas à ce qu'il y a sur le terrain. Et donc, en fait, après analyse, on l'a vraiment localisé sur les arbres qui longent le temple de la gloire et puis aussi le muret ici et repositionné un peu plus haut. C'est simplement une mise à jour avec l'état actuel des choses. D'accord. Oui. Je vais cette fois-ci tenter de ne pas me perdre dans la télécommande. C'est celle d'après. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a une voie qui descend. Boulevard du Breuil prolongé. Hein. Pardon ? Le boulevard du Breuil prolongé. Le boulevard du Breuil prolongé, Voilà, il est là. Il est là. Vous descendez, et puis après, il y a une voie de retournement. Une voie de retournement au bout de... Entre l'immeuble où il est prévu des travaux à côté et les pavillons. Ah, la petite place de retournement. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Là-bas, il est indiqué maintenant des places. Il a été attribué des places au sol. De mémoire, il n'y a pas de place de stationnement, vous voulez dire ? Oui. Du marquage qui n'est pas très conforme en plus. Ok. Je vois pas de place de stationnement. Alors, la voie de retournement appartient au propriétaire de l'immeuble. Ce qui fait que la place en bas, il est tout à fait libre de dessiner des emplacements pour ses locataires. Voilà. C'est ma réponse. D'accord. Merci de venir au secours de l'adjoint qui était en difficulté sur cette question. Pourtant, j'habite le quartier et je ne vois pas du tout. Je voyais si, elle est cachée, elle est un peu cachée. C'est discret. Ouais. Merci. Sur le GPS indique une connexion vers l'université. Parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent se planter là-dedans. Ils vont creuser la nuit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer. Oui. Sur une des vues que vous avez présentées. Sur une des vues que vous avez présentées précédemment, alors, au niveau de la liaison entre à droite de la zone UG, vous avez une possibilité... Non, ne bougez pas. D'accord. Ne bougez pas. Et vous avez un petit détail qui est annoncé dans certaines vues d'un passage entre le quai du RER et le boulevard du Breuil. Est-ce que cette possibilité est envisagée ou pas ? Il y a une des planches dans le PLU actuel. Non, c'est pas le télé. Enfin, c'était peut-être sur celle du téléphé. C'est encore avant, ouais. Où ça ? Hop. Ouais. Voilà, cette flèche verte. Ah, ici, celle-là ou l'autre ? Là, on avait au départ effectivement envisagé une liaison piétonne entre le boulevard du Breuil, oui. Mais qui n'a pas beaucoup de sens. Et donc on l'a retiré effectivement. Ce n'était pas celle-là, c'est plus à gauche, après les bâtiments, après ces bâtiments-là. Ouais. Et c'est lié avec la voilà. Alors, si vous voulez, c'est un endroit assez marrant parce que vous avez en haut de la figure la zone N
qu'on en a évoqué tout à l'heure, qui avait servi de baraque de chantier pour la modification du RER, des quais du RER. Et puis, vous avez sur certains plans l'indication d'un ancien ruisseau. Oui. Qui est d'ailleurs le rue de Mondétour, qui arrive là. Qui arrive là et qui passe à travers le talus. Et on avait demandé d'ailleurs à un moment donné à la RATP, je crois qu'ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait dans le cadre de la réalisation de la sortie du quai. Ils ont eu affaire à passé dans le tunnel. Donc ça a été Oui, ils ont dû le passer dans le tunnel actuel, enfin dans le tunnel de sous-voie qui vient d'être réalisé. Parce qu'il est bien enterré après. Hein. Après, il ressort un peu au niveau de la pagode, c'est pour ça qu'on a une zone humide à cet endroit-là. Tout à fait. Là, aujourd'hui, compte tenu effectivement de la réalisation maintenant de la sortie sur l'université, cette liaison piétonne a beaucoup moins de sens qu'elle pouvait en avoir. Donc on ne propose pas de la conserver compte tenu de la complexité de sa réalisation quand même et des acteurs en jeu. Alors, sur les évolutions de zonage, est-ce qu'il y a éventuellement encore d'autres questions ? Donc je crois qu'il faut résumer grosso modo l'ensemble des propositions de modification sur le zonage par la volonté de la ville de revenir dans les secteurs pavillonnaires à la réglementation propre au secteur pavillonnaire et éviter de nous mettre nous-mêmes sous la pression d'acteurs immobiliers qui auraient tendance aujourd'hui à faire peser sur la ville des pressions difficiles sur lesquelles il nous est de plus en plus difficile à résister compte tenu des règles applicables actuellement. Donc c'est la raison pour laquelle on modifie ces règles, sachant que par ailleurs l'offre de logement est aujourd'hui quand même beaucoup plus prioritairement axée sur les offres liées au plateau du Moulon et de Corbeville. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on termine avec les prochaines étapes pour vous ayez les devoirs de vacances avec vous. Donc on avait envisagé une balade urbaine à la rentrée, donc il reste à définir le thème, l'opportunité ou pas de la réaliser. Il y a plusieurs possibilités. Effectivement, soit c'est sur la rue de Versailles, parce qu'on voit que c'est un enjeu important, soit ça peut être sur la trame verte, mais il faut peut-être être un petit peu plus précis, soit ça peut être aussi, je l'évoquais en off, sur le quartier de Mondétour, parce qu'il y a aussi des réflexions, on a vu autour du marché. Enfin, voilà, on va peut-être un petit peu sonder. C'est vrai que pour rien vous cacher, ça a été dit en des termes assez feutrés par le cabinet TEL. La participation est relativement faible. Il y a beaucoup de fidèles, beaucoup de gens qui sont déjà un peu au courant. Et souvent, ça se précise quand on arrive sur les phases finales où on commence à sortir les documents qui permettent l'enquête publique qui est au printemps 2023. Donc, en tout cas, il y aura une nouvelle réunion publique à l'automne qui va synthétiser le dossier final du PLU. On évoquera notamment l'aspect patrimonial qui n'a pas été évoqué notamment ce soir. On vous dira où avancent les grandes orientations qu'on a fixées là, s'il y a des amendements ou des modifications. On pourra aussi vous faire un retour aussi des personnes publiques associées, parce que même si elles donnent un avis après coup, il y a quand même des réunions intermédiaires. Et voilà, c'est baisser les droits à construire, c'est une volonté de la ville. Attention, c'est une étape intermédiaire. Il faut que ce soit ensuite validé par les services de l'État. Je vous rappelle que le préfet peut s'opposer à un PLU qui a été voté par un maire. Donc il faut aussi qu'on trouve un équilibre dans nos différentes discussions qu'on a avec eux. L'objectif, c'est donc, avant Noël, d'arrêter le PLU, ce qui permet ensuite d'avoir toute la phase, la trêve des confiseurs, pour que les services des publics associés, en tout cas, donnent leur avis officiel. Donc il y a 3 mois, une période incompressible. Et ensuite, donc, il y aura l'enquête publique, un mois minimum. On peut évidemment faire en préalable avec déjà des informations sur la question. L'année 2023 est normalement une année où il n'y a pas d'élection. Je dis ça aussi, parce que, voilà, un petit clin d'œil. Donc ça permet effectivement d'avoir un débat serein. Je pense que en plus le printemps est plutôt bien, parce que c'est pas encore trop, c'est la sortie de l'hiver, c'est pas l'été, donc ça tombe bien dans le calendrier. Et l'approbation donc de la révision du PLU est prévue donc au mois de juin, donc serait votée au conseil municipal avant l'été 2023. Puis après, il y a toute la période avant qu'il soit pleinement opérationnel. Donc ça voudrait dire en fin d'année 2023, on aurait un nouveau document qui serait totalement opérationnel.
Voilà, donc on va, comme je l'ai dit au début de la réunion, pour ceux qui n'étaient pas arrivés, donc ça a été filmé. Donc on va le mettre en forme et donc vous pourrez retrouver l'ensemble des informations sur le site de la ville et puis sur les réseaux. C'est une volonté qu'on a aussi maintenant, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont présents, puis il y en a d'autres qui ont des contraintes, mais qui ont des idées à faire valoir ou des avis à donner. Donc le but, c'est que le matériel soit disponible en ligne. Et puis, alors, on ne l'a pas là, mais vous pouvez toujours évidemment envoyer des contributions. Je ne pense pas qu'on a une adresse mail spécifique, mais si, qui est tout attaché, révisionplu@mire-orc.fr. Donc à tout moment, une idée, pendant une insomnie, un réveil le matin, vous pouvez envoyer, évidemment, c'est pris en compte dans l'ensemble de la concertation. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit surtout, et puis de très bonnes vacances estivales.